plainte déposée à New York contre Facebook pour ne pas avoir su bloquer les messages d'incitation à la haine contre les Juifs et les Israéliens sur le réseau social. Et parmi les plaignants figure l'une des victimes de l'attentat contre un bus à Jérusalem, victime qui est d'ailleurs décédée aujourd'hui des suites de ses blessures. Les deux pilotes français évadés de l'île dominicaine expliquent les raisons de leur retour en France aujourd'hui. La France, elle affirme n'être pour rien dans cette évasion et un mandat d'arrêt international a été émis ce soir par les autorités dominicaines. Une nouvelle vidéo montrant une brutalité policière sur un noir aux États-Unis. Cette fois, c'est une lycéenne qui en est victime en pleine classe. Le policier a été immédiatement suspendu. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir et tout d'abord cette nouvelle tentative d'attaque au couteau dans le Gush Etzion en Cisjordanie. À un carrefour ce soir, 2 Palestiniens ont poignardé un soldat avant d'être abattu. Le soldat a été blessé à l'œil mais ses jours ne sont pas en danger. Journée qui avait été jusque-là exempte d'attaques de ce type comme on en a quotidiennement depuis maintenant plus de 3 semaines en Israël. À Jérusalem, justement, l'un des blessés de l'attentat du bus numéro 78 il y a 2 semaines est décédé aujourd'hui. Il s'agit d'un Israélien d'origine américaine qui avait initié justement une plainte collective qui a été déposée aujourd'hui aux États-Unis contre le réseau Facebook. Il demandait justement de bloquer ces pages qui incitent à la violence contre les Juifs. Léa Berdugou. Facebook a-t-il un rôle dans l'incitation à la haine et au meurtre? C'est en tout cas ce que veulent signifier 20 000 Israéliens qui engagent une action collective contre le réseau social aux États-Unis. Ils l'accusent d'ignorer les messages répandus de Palestiniens appelant à la violence contre les Juifs en Israël. L'un des instigateurs du recours collectif a été victime d'une attaque perpétrée par 2 Palestiniens le 13 octobre dernier. Cela s'est passé à Jérusalem, dans le quartier d'Armon à Natsiv. Il a succombé à ses blessures ce mardi, le jour même du dépôt de plainte à New York. Richard Leikin, américain de 76 ans, œuvrait pour la coexistence entre juifs et musulmans après s'être installé en Israël. Selon son fils, il a milité pour l'égalité entre blancs et noirs. C'était un militant de la coexistence. Cela a commencé avec les mouvements sociaux aux États-Unis et Martin Luther King, avec qui il a travaillé. Il a participé aux différentes marches organisées à l'époque. Pour l'ONG israélienne Shurat Adin, le retrait de contenu appelant au meurtre est une obligation légale et morale de la part de Facebook. Sa fondatrice est convaincue du fait que le réseau social a les moyens de contrôler ce qui est posté sur le site. Nous supposons que Facebook est capable de le faire. Ils ont des algorithmes et des outils permettant de repérer et de surveiller chaque mot et chaque photo publiée sur leur plateforme. Selon cet activiste, les gérants du réseau social devraient retirer de manière régulière les contenus haineux d'eux-mêmes sans attendre une quelconque plainte. Alors avec nous dans ce studio, maître Yom Tov Kalfon, bonsoir. Vous êtes avocat à Jérusalem et spécialisé justement dans ce type de procédure. Là, c'est le réseau Facebook qui est visé. C'est ça qui est nouveau, parce que Facebook peut avoir une responsabilité justement dans cette vague de violence à laquelle on assiste actuellement. Bien sûr, pour 2 raisons. La première raison, c'est que Facebook, en étant émetteur en fait, le site qui publie ces pages incitant à la haine a une responsabilité d'empêcher donc la publication de ces pages d'incitation à la haine et au terrorisme. La deuxième responsabilité de Facebook est différente. Elle est dans le sens où les algorithmes en fait font de telle sorte que les personnes qui seraient par exemple favorables à la cause palestinienne peuvent se retrouver à voir ces pages dans leur feed grâce aux algorithmes de Facebook qui cherchent les centres d'intérêt de chacune des personnes. Donc en fait, c'est non seulement Facebook permet la publication, mais peut-être même encourage on va dire le fait que ce phénomène aille en s'agrandissant. Il faut savoir qu'une des pages qui est concernée a aujourd'hui plus de 4 millions de likes, ce qui est énorme. Et il est clair qu'une bonne partie de ces likes viennent aussi du fait que Facebook, par ses algorithmes, en fait de la promotion
pour ces pages. Donc on a d'une part la publication, d'autre part la promotion de ces pages. Et Facebook n'a pas tout fait jusqu'à présent pour bloquer justement ce type de messages haineux, alors que pourtant ça fait partie des engagements qui ont été pris. Oui, le fait que ces pages existent encore, alors que ça fait plusieurs mois qu'évidemment beaucoup de personnes signalent, on a la possibilité de signaler de ce genre de pages par Facebook, et la preuve qu'elles n'ont pas été retirées, ont poussé évidemment ces organisations à attaquer Facebook en justice, pour qu'en fait justice soit faite, dans le sens où on ne peut pas permettre une telle incitation à la haine qui se propage donc par ces réseaux sociaux. Facebook et d'ailleurs Twitter est peut-être le prochain sur la liste à ce niveau-là. Alors il faut préciser que les 20 000 plaignants israéliens qui ont déposé cette plainte aujourd'hui à New York, et parmi eux donc cette victime qui est décédée aujourd'hui de l'attentat de Jérusalem, ne demandent pas d'argent à Facebook. Voilà, alors généralement le processus de recours collectif qui existe aussi en Israël, puisqu'il existe dans le droit anglo-saxon de manière générale, est généralement fait pour obtenir une réparation financière. Là non, là c'est sur le principe d'aller à l'encontre de l'incitation à la haine, même si on pourrait demander aussi, il y a de nombreuses victimes israéliennes ces dernières semaines et ces derniers mois du fait de cette incitation à la haine, on pourrait demander des dommages à ce niveau-là, mais ce n'a pas été fait. À ce niveau-là, c'est pour le principe, il est temps qu'on arrête avec cette incitation à la haine, qu'on arrête avec ces pages où on voit ces poignards et ces hashtags, même je poignarde un juif, il y a des pages en Israël aussi d'habitants d'arabes israéliens qui ont en dessous de leur nom « mort aux juifs », comme étant le pseudonyme. Et ça existe encore. En venant ici, j'ai encore regardé sur Facebook et ces pages sont encore là. Ça ne peut pas continuer parce qu'on parle souvent des raisons pour lesquelles il y a cette vague de violence et ces Palestiniens qui sortent quotidiennement égorger des Israéliens. Alors, au-delà des raisons géopolitiques, etc., la raison principale est cette incitation quotidienne à la haine qui est déversée dans ces réseaux sociaux. Il est temps d'y mettre fin. Merci Maître Yom Tov Khalfon, avocat donc spécialisé dans ce type de procédure. Et justement aujourd'hui, plusieurs tentatives déjouées d'attaques au couteau et notamment à Jérusalem. L'armée israélienne a également procédé à plusieurs arrestations de suspects palestiniens la nuit dernière. Ça se passait à Jenin, en Cisjordanie. Maxime Pérez. C'est la réponse d'Israël au tir de roquettes qu'a visé lundi soir un kibboutz frontalier de Gaza. Vers 22 h, des appareils de l'armée de l'air ont bombardé et détruit 2 infrastructures militaires du Hamas. La cible, une tourelle de surveillance dans le secteur de Rafah et cette antenne de communication installée par les brigades Ezzedine Al-Qassam, juste en face d'un avant-poste de l'armée israélienne. Une riposte voulue mesurer, bien que chaque action de représailles comporte un risque d'escalade. Aujourd'hui, le Hamas est dissuadé d'engager une nouvelle action militaire contre Israël. Quoi qu'il en soit, même lorsque des organisations dissidentes se substituent au Hamas pour tirer des roquettes contre notre territoire, nous ne restons pas les bras croisés et ripostons comme nous l'avons fait dans la nuit. Et une fois de plus, la revendication est venue d'une organisation salafiste. Dans ce communiqué, les brigades Amer Hadid affirment avoir tiré 2 roquettes de 107 mm pour venger la mort d'une jeune Palestinienne de Hébron en Cisjordanie, abattue quelques heures plus tôt par des policiers israéliens après avoir tenté de les poignarder. À Hébron ce mardi, une foule en colère enterrait un autre Palestinien de 17 ans, tué la veille lors de heurts avec l'armée israélienne. Une ville redevenue un foyer de tension où les attaques et tentatives d'attaque à l'arme blanche se multiplient depuis une dizaine de jours. Eyad est un martyr, un héros de la Palestine. Que Dieu le bénisse et lui pardonne. Il est le martyr d'Al-Aqsa. Que Dieu nous offre une revanche sur Israël. Malgré une tension toujours vive, les violences continuent de baisser en intensité dans les territoires palestiniens. Ce diagnostic de l'armée israélienne résulte aussi d'actions préventives menées au cœur des villes palestiniennes. La nuit dernière, 2 opérations menées à Kalkili et à Jenin ont permis la saisie d'importantes quantités d'armes et de munitions de fabrication israélienne. Et dans la ville de Hebron également, 2 Palestiniennes munies de couteaux ont été arrêtées ce matin alors qu'elles allaient s'en prendre à des soldats en faction. Hebron où des heurts ont éclaté toute la journée entre des Palestiniens qui réclament la restitution des corps de terroristes récemment abattus et l'armée israélienne. Il y a eu de nombreux blessés côté palestinien. Reportage Mathias Inbar. En quelques secondes, les pierres pleuvent en direction des soldats et des gardes-frontières. Ces derniers répondent par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.
Cela faisait déjà plusieurs minutes que l'université de Hébron avait appelé tous les étudiants et jeunes de la ville à affronter les forces de sécurité israéliennes. Ces centaines de Palestiniens réclament le corps des terroristes tués ces derniers jours au moment où ils poignardaient ou tentaient de poignarder des soldats israéliens. La foule, en partie aux couleurs du Hamas, est poussive et ne veut pas entendre les requêtes des anciens. Ces derniers discutent pendant de longues minutes avec les soldats. La manifestation est alors contenue, mais les jeunes poursuivent au cri de « Nous voulons tous être des martyrs ». Nous marcherons par millions sur la mosquée d'Al-Aqsa. La scène est alors presque surréaliste. Quelques mètres à peine séparent les soldats des jeunes Palestiniens. Ici à Hébron, ce ne sont pas les policiers ni les services de sécurité palestiniens qui contrôlent le terrain, mais bien les anciens, pour la plupart des chefs de grandes familles. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des shahids, des martyrs. C'est impur de les appeler des terroristes. Chaque jour, vous tuez 2, 3, 4, 5 Palestiniens et vous dites que ce sont des terroristes. Nous, on dit non, non et non. Une fois ces anciens côtés israéliens, les violences reprennent, ce qui les énerve passablement. Les gaz lacrymogènes succèdent aux jets de pierre. Et puis Jérusalem, donc voici ce que les policiers ont trouvé sur 2 adolescents palestiniens aujourd'hui dans la vieille ville. Vous le voyez, alors que ces 2 jeunes étaient adossés à un mur en train d'observer des groupes de personnes, eh bien, une hache et un cutter. La police qui affirme donc avoir déjoué une attaque terroriste qui était sans doute imminente. Et puis, l'une des victimes israéliennes d'un des attentats commis ces dernières semaines par 2 adolescents palestiniens. Il s'agissait de cet adolescent de 13 ans qui avait été poignardé et très grièvement blessé. Eh bien, bonne nouvelle pour lui aujourd'hui, il a pu sortir de l'hôpital après avoir récupéré. Écoutez le médecin qui l'a soigné. Il a été traité en soins intensifs où il souffrait essentiellement de problèmes pulmonaires, de respiration qui résultent de l'état de choc dans lequel il se trouvait, mais aussi à cause du fait qu'il a perdu d'importantes quantités de sang. Il nous a fallu 2-3 jours pour stabiliser son état de santé et c'est à ce moment-là qu'il a été possible de stopper la respiration artificielle et les machines qui l'ont assisté. Le jeune adolescent a alors totalement repris connaissance. Il a pu communiquer avec son entourage et raconter ce qui lui était arrivé. 2 jours plus tard, nous avons pu le transférer dans le département de convalescence. Ses résultats se sont totalement stabilisés aujourd'hui. 14 jours après sa délicate opération, il a été autorisé à regagner son domicile. Il est désormais sorti d'affaires. Alors la pop de discorde reste toujours évidemment le mont du Temple où les Palestiniens ne sont toujours pas d'accord, semble-t-il, avec la décision prise par la Jordanie et Israël d'installer des fameuses caméras de surveillance. Mais un membre du gouvernement israélien, cette fois, a de nouveau mis de l'huile sur le feu aujourd'hui. David Klezewski. À question simple, réponse simple. La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères a répondu sans ambiguïté à une journaliste qui lui demandait si Israël pouvait faire flotter l'un de ses drapeaux sur le mont du Temple, esplanade des mosquées. Sans hésitation, oui. Je pense que c'est le centre de la souveraineté israélienne, la capitale d'Israël, le lieu le plus saint du peuple juif. Réaction immédiate des bureaux du Premier ministre. Benjamin Netanyahou dit et répète depuis le début de la crise qu'aucune initiative d'un côté ou de l'autre doit être envisagée pour calmer les tensions. Il en appelle une nouvelle fois à plus de discipline du côté de ses ministres. La politique du gouvernement d'Israël n'a pas changé concernant le mont du Temple. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a signifié clairement qu'il attend de tous les membres du gouvernement d'agir en conséquence. Une question identique s'était déjà posée en 1967 à Israël. 20 ans après avoir été chassés par les Jordaniens, 2000 ans après avoir été expulsés par les Romains, les Juifs devenaient à nouveau maîtres des lieux. Mais dans un geste de retenue, le célèbre ministre et chef de guerre Moshe Dayan avait fait retirer un drapeau israélien promptement hissé par une unité de parachutistes. Aujourd'hui, face aux tensions, Israël et la Jordanie, officiellement gardiens des lieux saints, se sont tous 2 déclarés favorables à la proposition américaine, placer des caméras sur l'esplanade. Mais Israël réclame une coordination dans la mise en place du projet. La police est intervenue cette semaine pour stopper l'installation de caméras par l'autorité civile musulmane, dirigée par Azam al-Khatib. Et si certains juifs ont déjà dans leurs yeux le 3e temple de Jérusalem, l'actuel moufti d'Al-Aqsa a de son côté proposé sa propre vision de l'histoire. La mosquée Al-Aqsa était là il y a 3000 ans et il y a 30 000 ans, depuis la création du monde. C'est Adam qui l'a bâti, c'est un lieu islamique.
Après le déclenchement des hostilités en 2000, les Palestiniens ont été accusés d'avoir construit une mosquée en sous-sol à l'emplacement des écuries de Salomon et d'y avoir fait disparaître des vestiges du second temple agrandi par Hérode. Roi juif mégalomane qui n'aurait certainement pas manqué lui non plus de truffer le lieu de caméras si elles avaient existé à l'époque. Alors, pourquoi est-ce si important de vouloir planter le drapeau israélien sur cette esplanade du Mont du Temple? Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. On va y voir plus clair avec vous. C'est un commandement du sionisme, dit justement cette ministre, que de planter le drapeau. C'est un signe de souveraineté incontestable. Et effectivement, il faut rappeler que, comme l'a mentionné David dans son sujet, Moshe Dayan, le jour de la réunification de Jérusalem, le 7 juin 1967, est arrivé sur le mont du Temple. Il a vu un drapeau sur le dôme du rocher, ce dôme en or. Et il a vu un drapeau israélien, il a vu un autre drapeau israélien. Il a tout de suite demandé aux soldats israéliens, aux officiers, de les enlever, de les ôter. Et pour Moshe Dayan, c'était très important. Et de la même manière que lorsque le moufti de Jérusalem de l'époque est venu présenter les clés du mont du Temple à Moshe Dayan, une forme de soumission, eh bien, Moshe Dayan les a repoussés. Pourquoi? Parce que Moshe Dayan voulait essayer de négocier avec le Waqf musulman, le gardien des lieux saints, la possibilité justement, et regardez comment le retour de l'histoire, la possibilité de permettre aux Juifs, ou à certains Juifs qui le souhaiteraient, de prier sur le mont du Temple. Donc pour Moshe Dayan, c'était important de retirer ce drapeau et de l'échanger, de négocier d'une certaine manière une forme de souveraineté sur le mont du Temple avec la possibilité pour certains juifs de prier. Et 2 jours plus tard, le 9 juin 67, le même scénario s'est reproduit dans le caveau des patriarches. Là, il n'y avait pas de combat. Les drapeaux blancs ont été brandis par la population palestinienne et des soldats ont brandi le drapeau israélien sur le caveau des patriarches. Moshe Dayan a demandé à ce qu'il soit retiré. Et là, l'aumônier général de l'armée israélienne, le grand rabbin Goren, a refusé systématiquement. Et de là, le résultat, le drapeau est resté et on voit que sur le caveau des patriarches, dans le caveau des patriarches, on a réussi à trouver une sorte de modus vivendi qui permet aux juifs et aux musulmans de prier. Un modus vivendi qui a été bafoué, entravé par l'assassinat de 29 Palestiniens par Baruch Goldstein en 1994, mais on a toujours trouvé un compromis pour permettre et aux Juifs et aux Arabes de prier, et c'est ce que souhaiterait d'ailleurs aujourd'hui, sur le mont du Temple, l'aile droite des nationalistes israéliens. Alors, qui est cette Tzipi Otoveli, qui est un peu le troublion du gouvernement? Elle fait partie, ça c'est quand même important de le préciser, du Likoud, le parti de Netanyahou. Ah oui, elle fait partie du Likoud, elle est donc vice-ministre des Affaires étrangères, c'est une femme brillante qui a été repérée par Binyamin Netanyahou alors qu'elle animait un talk show dans la télévision israélienne. Elle a un franc-parler, c'est une docteure, elle a un doctorat en droit et c'est une fille extrêmement brillante, mais que l'on peut positionner dans l'échiquier politique à l'extrême droite du Likoud. Elle peut d'une certaine manière remplacer Danny Danon qui a été nommé ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. C'est probablement l'élément le plus à droite au sein du Likoud. Alors on passe à l'autre bout justement, côté palestinien cette fois de cet échiquier, avec aujourd'hui la condamnation confirmée du leader du mouvement islamique, le Cheikh Salah, qui justement est l'un des principaux incitateurs à la violence sur cette esplanade. Oui, ça tombe en pleine crise, mais c'était un dossier juridique qui était traité depuis de nombreux mois. Il a été condamné il y a déjà de cela une dizaine de mois. Il doit purger une peine à partir du 15 novembre. Alors, certains membres du mouvement islamique ont déjà menacé d'organiser des manifestations de protestation contre cette décision et de mettre à bas, de repousser l'ensemble des arrangements qui ont été conclus entre John Kerry, le roi Abdallah de Jordanie et l'État d'Israël. Alors, on verra, mais il est possible que aussi les Arabes israéliens continuent à se tenir tranquilles, à rester tranquilles comme ils le sont depuis, on va dire maintenant, plus de 3 semaines, et que même cette arrestation, même cette incarcération du Cheikh Raed Salah, qui est effectivement considéré comme l'incitateur en chef de ce qui est passé sur le mont du Temple, eh bien, ne suscite tout de même pas des émeutes particulières.
Voilà, et j'ajoute, on l'a appris tout à l'heure également, que le frère de l'assassin d'Yitzhak Rabin, le frère d'Yigal Amir, a lui aussi été placé en détention aujourd'hui pour avoir proféré des menaces sur le réseau social Facebook envers le président d'Israël, Reuven Rivlin. Rivlin qui avait déclaré cette semaine qu'il ne signerait jamais d'acte de remise en liberté pour Yigal Amir, donc l'assassin d'Yitzhak Rabin. L'incroyable évasion à présent des 2 pilotes français qui étaient captifs en République dominicaine, condamnés à 20 ans de prison dans une affaire de trafic de drogue dont ils se disent innocents. Les 2 Français étaient assignés à résidence, ils attendaient leur procès en appel. Eh bien, le gouvernement français a fait savoir ce soir qu'il n'était en rien impliqué dans cette fuite, alors que la République dominicaine, elle, exige leur arrestation. Maël Benoliel. Le scénario est digne d'un film d'action, aussi rocambolesque que spectaculaire. L'affaire Air Cocaïne connaît un nouveau rebondissement. Condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de drogue, les 2 pilotes français Pascal Forêt et Bruno Odos ont pris la poudre d'escampette. Arrivés en France ce week-end dans des conditions qui restent floues, ils veulent être entendus par la justice de leur pays natal. Je suis très fatigué, oui. Je n'ai pas encore touché terre, vraiment. Voilà. J'essaye de réaliser petit à petit que je suis rentré. Il y a des épreuves à venir. J'essaye de ne pas trop lever la tête, puisque quand on est au bas de l'escalier, ça paraît toujours très très haut. Donc je passe les étapes les unes après les autres. Et puis je sais que ça va être long. Après plus de 2 ans de procédure et une dizaine de reports du procès, la justice dominicaine avait enfin rendu son verdict le 15 août dernier et avait condamné le pilote et son copilote à 20 ans de réclusion. Les 2 Français avaient fait appel de la condamnation. Ils avaient même obtenu du juge leur libération dans l'attente d'un nouveau procès et à la condition de ne pas quitter le territoire dominicain. Une obligation qu'ils n'ont pas respectée. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays où je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire et essayer de reprendre un cours de vie tranquille, normal comme j'avais auparavant. Pascal Forêt et Bruno Odos, 2 anciens pilotes de chasse de la marine française, ont toujours clamé leur innocence. Le pilote et le copilote ont été arrêtés en mars 2013 sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, prêts à décoller dans leur Falcon 50, alors que l'appareil transportait 26 valises contenant près de 680 kilos de cocaïne. L'émotion et l'hommage aujourd'hui à Grand Palais en Gironde aux 43 victimes de l'accident d'un car et d'un camion. C'était vendredi dernier sur une petite route départementale. Le président François Hollande s'est incliné devant les dépouilles qui ont toutes été extraites des carcasses calcinées. On écoute François Hollande. C'est un devoir que de chercher à établir de façon aussi exacte que possible les causes, les raisons d'une telle catastrophe. Et je vous l'assure ici, l'enquête sera menée jusqu'au bout, sous l'autorité de la justice. Car laisser le doute s'établir, renoncer à rechercher la vérité, ce serait laisser la place libre à toutes les rumeurs, comme à toutes les amertumes. Je m'y refuse. Et puis un symbole fort aujourd'hui, c'est à Tunis, dans l'enceinte du musée du Bardo, théâtre d'un sanglant attentat perpétré par des djihadistes en janvier dernier, bien que les membres de l'Académie Goncourt se sont réunis pour dévoiler les noms des 4 finalistes donc, pour ce fameux prix littéraire. 4 lauréats qui sont Nathalie Azoulay, Mathias Hénard, Toby Nathan et le franco-tunisien Eddy Kadour. On écoute. Je sais, ça va être dur mardi prochain. Parce qu'on a chacun des passions parmi les poids lourds et parmi la petite outsider. C'est pas évident. Comme d'habitude, des libérations, on échange les avis, c'est très démocratique, on vote à tirage au sort. Donc chacun a exprimé ses choix. Ça doit se passer comme ça se passe d'habitude, c'est-à-dire avec une conversation assez nerveuse, mais bien nourrie, avec beaucoup d'arguments. Aider à changer l'image, à réhabiliter les choses, à dépasser aussi la tristesse que nous avons eue quand le sinistre est arrivé.
Voilà, verdict donc dans quelques jours pour le prix Goncourt 2015. Les opérations de recherche se poursuivent en Afghanistan et au Pakistan au lendemain du séisme qui a fait plus de 350 morts, bilan encore provisoire. Et dans les zones montagneuses, eh bien, les secouristes pourraient recevoir une aide inattendue, celle des combattants talibans. Julia Ganancia. Le jour d'après, à Peshawar, les Pakistanais constatent les dégâts. Les habitants, y compris enfants et personnes âgées, tentent d'aider en fouillant les décombres à la recherche d'éventuels survivants. Pour beaucoup, le séisme de lundi a ravivé le douloureux souvenir du terrible tremblement de terre de 2005. Dans les hôpitaux, des rescapés racontent ce qu'ils ont vécu. J'étais dans un magasin au 3e étage quand le tremblement de terre a eu lieu. On s'est précipité vers les escaliers. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés là et 4 personnes sont tombées avec moi du bâtiment. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai réussi à atteindre l'hôpital. Certaines zones restent complètement coupées du monde. Dans les villages reculés, l'armée commence à évacuer des blessés par hélicoptère vers les grandes villes. Sur ce tarmac, des équipes médicales, des tentes et des rations alimentaires sont en train d'être chargées pour être envoyées et tous les hôpitaux militaires sont en état d'alerte. On emporte de l'aide humanitaire. Il y a déjà un hélicoptère qui est parti pour Chitral avec 3 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité. Après le chargement, on va décoller pour Chitral et en 1h30, on sera capable de livrer les zones sinistrées. En Afghanistan, les pertes humaines et matérielles sont aussi importantes. Dans la province de Takhar, 12 écolières sont mortes dans une bousculade après le tremblement de terre. Les funérailles avaient lieu ce mardi. Le président du pays appelle à la solidarité dans cette épreuve. Je demande à tous les Afghans, à tous mes compatriotes, de s'entraider s'ils sont dans des zones sinistrées. Je demande aussi à tous les Afghans de fournir des informations précises sur le nombre de blessés et sur l'état des dégâts afin que nous puissions nous organiser pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. L'épicentre et les provinces les plus affectées par la catastrophe sont aussi des régions où les talibans sont fermement implantés et combattent sans relâche les troupes gouvernementales. Mais ce lundi, les talibans afghans ont eux aussi choisi de manifester leur solidarité. Ils appellent leurs combattants à porter secours aux sinistrés. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour évoquer notamment la situation en Syrie avec cette information importante divulguée ce soir par le Pentagone. Les Américains veulent intensifier leurs frappes contre l'État islamique, mais cela se passe surtout en Irak et moins en Syrie. Pourquoi ? On aura les explications dans un instant d'un expert sur la question. Et puis on vous parlera également de cette vidéo qui a fait scandale aux États-Unis et qui montre une lycéenne noire arrêtée de manière particulièrement brutale en pleine classe par un policier blanc américain, policier qui a d'ailleurs été suspendu. C'est à suivre dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. L'une des victimes d'un récent attentat dans un bus à Jérusalem est décédée aujourd'hui. Il s'agissait d'un Israélien d'origine américaine qui avait initié une plainte collective contre Facebook pour ne pas avoir bloqué les messages d'incitation et de haine envers les Juifs. Plainte qui a d'ailleurs été déposée aujourd'hui à New York après avoir recueilli 20 000 signataires. Les 2 pilotes français évadés de l'île dominicaine ont expliqué aujourd'hui les raisons de leur retour en France. La France qui justement affirme n'être intervenue en rien dans cette évasion. Un mandat d'arrêt international est émis ce soir par la République dominicaine. Et puis cette nouvelle vidéo montrant une brutalité policière sur un noir aux États-Unis. Cette fois, c'est une lycéenne qui en est victime en pleine classe. Le policier a été immédiatement suspendu. Les discussions diplomatiques s'activent chaque jour un peu plus autour de la Syrie afin de trouver une issue politique à ce conflit. Ce soir, une réunion a lieu à Paris à l'initiative de la France avec les États-Unis et plusieurs pays arabes qui vont y participer. Mais une nouvelle fois, eh bien, c'est un député français qui se rend à Damas en Syrie pour rencontrer demain le président Assad, prenant le contre-pied de la position française officielle. Écoutez ce député. Il y aura l'an prochain des élections, c'est ce qui nous a été confirmé par le président du Parlement. Ces élections permettront à tous les partis politiques en présence de présenter des candidats. Les partis politiques le feront. Il sortira une majorité de ce Parlement. La situation politique syrienne passe nécessairement par un dialogue avec le président syrien qui est en place.
qui est élu par le peuple syrien. Il n'appartient pas aux pays étrangers de décider de qui doit diriger la Syrie. Il appartient aux Syriens de le décider. Voilà, confusion donc diplomatique et confusion militaire également sur le terrain. On va essayer justement d'y voir plus clair avec vous. Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire. Alors, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe concrètement parce qu'il y a les Russes, les Américains évidemment, et puis au sol, il y a l'État islamique qui continue d'avancer. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a toujours du mal à comprendre. L'État islamique progresse encore, notamment dans le secteur d'Alep, alors qu'il est bombardé de toutes parts. Oui, alors l'État islamique... en fait, profite, mais n'est pas le seul de l'arrivée des Russes et de l'arrêt presque complet des opérations de la coalition américano-européenne. Et effectivement, est en train d'étendre son influence, mais territorialement seulement. En fait, il n'inquiète pas les Russes sur le plan stratégique. C'est pour ça que les Russes ne les bombardent pas en priorité. Les Russes ont d'autres chats à fouetter. Par rapport à Al-Qaïda et les rebelles syriens traditionnels qui menacent la région de Latakia où sont concentrés tous les intérêts stratégiques et économiques russes par rapport à la Syrie. Et donc là, il y a effectivement une sorte de vide dont ISIS profite, mais pas seulement, les Kurdes en profitent, Al-Qaïda en profite. Il y a maintenant une sorte de confusion, mais qui n'est pas réelle, et la Russie sachant exactement quelles sont ses priorités. Or, comme je viens de le dire, stratégiquement, ses priorités ne sont pas encore Daesh, qui est plus à l'est et au nord de la Syrie, qui est donc moins proche pour menacer ses intérêts et le régime d'Assad. Ça ne veut pas dire que les Russes ne vont pas s'attaquer à Daesh. À mon avis, ils vont le faire très fort. Alors, il y a aussi une autre information intéressante qui a été divulguée aujourd'hui. Pour la première fois, l'aviation russe aurait mené des frappes contre les rebelles tout près de la frontière israélienne. Ça s'est fait évidemment en coordination avec Tsahal. Je pense que c'est fait en coordination avec Tsahal pour éviter en tous les cas un accident, disons-nous, entre les avions et une erreur de tir ou de vol aérien. Il faut bien comprendre que Daesh, comme nous l'avons dit, est au nord-est. Mais le véritable enjeu stratégique aujourd'hui en Syrie, c'est effectivement le sud de la Syrie, c'est la frontière avec Israël. Pour l'Iran et pour Assad et pour le Hezbollah, c'est leur rêve d'avoir cette frontière sous leur contrôle et de pouvoir déployer leurs missiles qu'ils ont en ce moment seulement au Liban, aussi en Syrie, pour menacer Israël. Ça, c'est le grand rêve de l'axe chiite iranien, qui est en train d'ailleurs de se recréer. Alors, il y a aussi les Américains qui, aujourd'hui, ont fait une annonce spectaculaire. Ce soir, le Pentagone veut intensifier ses frappes contre l'État islamique. Alors, là, c'est assez curieux parce qu'on avait l'impression que les Américains étaient déjà très présents. Apparemment, ils vont aller encore plus loin avec deux objectifs, Raqqa en Syrie et Ramadi en Irak. Ça veut dire que les Américains peuvent frapper plus en Syrie où ils sont très timides ces derniers temps. Ils sont timides. Ils frappent toujours assez fort en Irak. La coalition est très très active en Irak. En Syrie, il y a une hésitation. Alors, il y a tellement d'enjeux politiques en ce moment en compte en Syrie. Les Kurdes, les Turcs, les Saoudiens, le Qatar, la Russie, l'Amérique, c'est devenu le panier de crabe de la politique mondiale. Tous les intérêts possibles, imaginables, sont en jeu. Par-delà ces intérêts-là, je voudrais ajouter juste une petite chose. Il y a une petite timidité américaine, parce que les Russes ont déployé du matériel très très sophistiqué à un niveau que les Américains n'ont pas déployé. Et là, ça veut dire, parce que tout le monde, en ce moment, je le précise, en Irak et en Syrie, est en train d'essayer les derniers joujoux militaires. Or, les Russes ont déployé beaucoup plus de surveillance satellite et drones pour espionner les joujoux des Américains ou les joujoux des Français et des Anglais. Et là, il y a une hésitation purement tactique militaire des Américains d'utiliser... D'où la timidité ces jours-ci. Une seule frappe en 3 jours apparemment en Syrie des Américains, ça c'est justement par peur de... Eux prétendent qu'ils n'ont pas de cible. Or, c'est complètement idiot parce que des cibles, il y en a plein. Et lorsque vous n'avez pas ou un chef d'ISIS qui se déplace, ou un convoi,
ou une concentration de troupes quelque part, vous avez tout le reste à détruire. L'infrastructure, tout ce qui alimente ISIS en électricité, en eau, les routes par lesquelles les convois passent, les cibles ne manquent pas. Les Américains ont même prétendu que c'était peut-être le mauvais temps, ce qui est évidemment aujourd'hui au XXIe siècle un petit peu ridicule. En tout cas, c'est vrai qu'on a rarement vu des appareils militaires russes et américains se côtoyer d'aussi près, même pendant la guerre froide, ça n'a pas dû arriver, que ce qui se passe actuellement dans le ciel syrien. C'est quelque chose d'absolument inédit. Inédit. Et alors, le Krasovka 4, qui est la botte secrète des Russes, qui brouille tout, elle brouille jusqu'à votre conversation au téléphone et aux satellites américains. Tout est brouillé, c'est-à-dire que les Russes voient tout et personne ne voit ce que font les Russes. Or, le Krasovka 4, pour moi, c'est le symbole de l'intervention russe et de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. C'est effectivement le brouilleur, c'est le grand embrouillage. Tout le monde s'embrouille et dans ce grand embrouillage, je crains qu'à long terme, ISIS effectivement, mais aussi peut-être les Kurdes et Al-Qaïda ne tirent leur paille de tout ça parce que il y a un manque de contrôle, rien n'a été décidé, le gâteau n'a pas été partagé. Effectivement, ce qu'il reste comme force stabilisatrice aujourd'hui dans la région, c'est la Russie. À court terme, ça va stabiliser les choses, ça va donner un objectif précis à la campagne. À long terme, ça devient un danger, puisque les intérêts russes correspondent tout de même aux intérêts des Iraniens, du Hezbollah, et donc sont contre les intérêts d'Israël. Merci Raphaël Jérusalemi pour cette analyse complète. Je rappelle que vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire. Retour à Jérusalem et la question de la division effective de la ville entre les quartiers juifs et arabes. Il en a été beaucoup question ces derniers jours, notamment sur le plan politique. Qu'en est-il sur le terrain? Reportage aujourd'hui à Jérusalem de Joseph Emmanuel. Jérusalem, ville 3 fois sainte, une ville réunifiée depuis la victoire de la guerre des 6 jours. En Israël, la droite comme la gauche a toujours affirmé que la ville ne serait plus jamais séparée. Mais Binyamin Netanyahou a réuni ses ministres il y a quelques jours, une réunion d'urgence, et les choses sont peut-être en train de changer. À l'entrée de ce quartier arabe, des blocs de béton. Une mesure de sécurité prise par le gouvernement israélien pour contrôler les habitants arabes de cette partie de Jérusalem. La plupart des récentes attaques au couteau a été perpétrée par des habitants de ces quartiers. On peut se rendre compte précisément ici de la complexité géopolitique de Jérusalem. Derrière moi, Issaouia, un quartier arabe immédiatement collé à Givat Serfatit, un quartier juif, et au-delà du mur de séparation, le quartier de Shoafat, dont les habitants pourraient être concernés par le retrait du statut de résident de Jérusalem. En 1967, ils sont 70 000 Arabes des petites localités alentours à devenir subitement résidents de Jérusalem. Ils peuvent alors se rendre librement du côté juif, à l'ouest, où beaucoup travaillent. Tout change dans les années 2000. Nous sommes en pleine intifada. Des bombes explosent presque chaque jour. Ariel Sharon est alors Premier ministre. Il fait construire une barrière de sécurité. Des milliers de Palestiniens considérés comme résidents de Jérusalem se retrouvent de l'autre côté du mur, côté palestinien. C'est eux dont discute aujourd'hui le gouvernement Netanyahou pour peut-être leur enlever leur statut de résident de la capitale juive. Une mesure qui les priverait de nombreux avantages sociaux, une mesure que beaucoup ne veulent pas. Ils ne feront jamais ça, j'en suis certain. Une mesure que beaucoup pensent impossible. Je pense que c'est impossible de se séparer. On est trop imbriqués les uns dans les autres. Mais beaucoup d'Israéliens veulent se séparer de ces quartiers arabes. Ils ne veulent plus vivre mélangés, particulièrement depuis la vague d'attaques au couteau qui frappe Israël depuis quelques semaines. Ils sont de plus en plus nombreux à exiger une séparation totale. Le gouvernement israélien a décidé d'installer des blocs de béton à l'entrée de plusieurs quartiers arabes de Jérusalem. Ici, à Djabel Moukaber, une mesure supplémentaire a été prise, construire un véritable mur pour peut-être se séparer totalement et définitivement du quartier juif de Armon HaNatziv, situé à quelques mètres.
Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la charcuterie et la viande rouge classée agent cancérigène eh bien, continue de susciter des réactions et même beaucoup de critiques. Exemple, dans ces pays où l'on consomme beaucoup de viande rouge, c'est le cas en Amérique du Sud avec le Brésil. David Klezewski. Il existe des pays qui ne sont pas particulièrement végétariens, c'est le cas du Brésil. Sur place, la viande fait partie du quotidien et des habitudes alimentaires de base. Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des passants qui avouent avoir du mal à se passer de viande. Nous les Brésiliens, on est habitués à manger de la viande. C'est si simple à préparer et rapide aussi à faire. Pour nous les Brésiliens, ça fait partie de nos habitudes de manger de la viande grillée. L'excès c'est pas bon, mais la viande oui est bonne pour la santé. C'est ce que je pense, que c'est bon mais pas en grande quantité. Certains estiment même que les avertissements du Centre international de recherche sur le cancer ne doivent pas entraîner de remise en cause des pratiques. Depuis que je suis né, j'entends parler de recherche pour et contre la viande rouge. Ça change tout le temps. Et si on y pense, tous les bars du monde devraient fermer parce que c'est plus que prouvé que l'alcool à haute dose cause des dommages. Mais comme je dis, tout est question d'équilibre. Ici, les gens viennent pour le plaisir et le plaisir de manger une viande rouge une fois par semaine ou une fois par mois ne fera de mal à personne. Brésil, États-Unis, Europe. 24 heures après la publication du rapport sur le caractère cancérigène de la viande rouge, de nombreux consommateurs partout dans le monde n'affichent pas d'inquiétude particulière, voire assument les risques de leur consommation. Sans surprise, en revanche, les industries productrices de viande bovine contestent le bien fondé du rapport. Elles estiment que les chiffres ont été orientés et mettent aussi en avant les intérêts nutritionnels de la viande. Dans un document remarqué, le centre de recherche publie un résumé de 800 études démontrant que la viande de bœuf et de porc augmente sensiblement le risque de cancer. Si la consommation baisse en Europe, elle monte en Chine. Israël, pour sa part, compte parmi sa population l'un des taux de végétariens les plus forts au monde. Aux États-Unis, on évoque à présent cette nouvelle vidéo qui montre une scène de violence policière dont un noir est victime. Et cette fois, eh bien, cela se passe dans un lycée. Julia Ganancia, bonsoir. Dans un lycée où une élève noire est brutalisée. Tout à fait. Les faits se sont déroulés lundi dans un lycée de Spring Valley de Columbia et ce sont les élèves eux-mêmes qui ont filmé la scène à l'aide de leur téléphone portable. Alors vous allez regarder sur ces images, on voit le policier entrer dans la classe. Il a une brève conversation avec une jeune fille qui est assise à son bureau et puis il la saisit par le cou, la renverse sur le dos et la traîne sur le sol. Elle ne semble montrer aucune résistance. Alors est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu une telle brutalité envers cet élève et surtout de la part de ce policier? Alors visiblement, le policier Ben Fields est un agent de police chargé d'assurer la sécurité dans cette école. De plus en plus de districts américains font appel à ce genre de policiers au sein des établissements. La jeune fille, elle, ne voulait pas quitter la classe. On ne sait pas pour quel motif elle a été arrêtée puis relâchée. En tout cas, le policier, lui, est actuellement affecté à des tâches administratives en attendant une enquête et a priori, eh bien, il ne travaillera plus dans les écoles locales. Apparemment, Ben Fields avait déjà comparu il y a 10 ans dans une affaire dans laquelle des étudiants afro-américains avaient été visés de manière injuste et brutale. Alors il faut préciser que ces cas de brutalité à l'école ne sont malheureusement pas rares. Oui. À chaque fois quand il y a ce genre de vidéos qui apparaissent, eh bien forcément c'est énormément relayé sur les réseaux sociaux et pour certains, cet incident de Caroline du Sud est représentatif de la façon dont les élèves noirs ont tendance à être particulièrement criminalisés parce que comme vous le disiez, la brutalité policière à l'école n'est pas si rare aux États-Unis. Par exemple, en novembre 2014 dans le Colorado, un agent de police assurant la sécurité d'une école avait mis un coup de poing dans le visage d'un élève qui se battait avec un autre. Le mois dernier, un officier avait jeté un élève par terre pour séparer une bagarre au Texas. Et puis dans le Rhode Island, une autre avait été violemment balancée par terre aussi dans des circonstances similaires. Alors de nombreux militants parlent à ce sujet d'un cycle école-prison pour décrire la façon dont certains élèves sont arrêtés pour des infractions non violentes commises à l'école. Merci Julia Ganancia. On va se rendre justement à New York où nous attend notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. Alors, il faut évoquer les réactions très vives qu'a suscité cette vidéo qui est devenue virale très vite aux États-Unis. Oui, en moins de 24 heures, la vidéo a fait le tour de toutes les rédactions, envahi les médias sociaux. Et les réactions sont plus de l'ordre du choc et de la confusion que de la condamnation pure et simple. Le hashtag Assaut à Spring Valley a été imprimé plus de 4 millions de fois sur Twitter, réveillant le débat sur les violences policières aux États-Unis et appelant souvent le gouvernement à réagir. On vient d'ailleurs d'apprendre que les autorités locales ont fait appel au FBI et au département de la justice
pour lancer une investigation sur cette arrestation. Les récupérations politiques n'ont pas tardé. Le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, a déjà réagi, condamnant fermement le policier mis en cause. Alors David, il y a une sorte aussi de réflexe aujourd'hui face à ces scènes de brutalité policière visant des Noirs. C'est celui de filmer et puis de diffuser ces vidéos. Hein. Oui, c'est souvent la seule arme de défense possible. De nombreux sites spécialisés sur ce type de vidéos archivent méticuleusement ces scènes devenues banales aux États-Unis. Ça pose aussi un problème du côté policier, c'est ce que l'on appelle ici le Ferguson Effect. Les forces de l'ordre n'osent plus intervenir instinctivement sur certaines scènes, de peur que leurs actions soient interprétées comme des abus de brutalité sous l'œil permanent des caméras. Pourtant, l'incident d'hier démontre l'efficacité de cette arme de défense visuelle. L'officier en cause au lycée de Spring Valley a déjà fait l'objet d'une investigation pour excès de violence dans le passé. Et de nombreux élèves le surnommaient l'incroyable Hulk à cause de ses méthodes musclées. Et c'est grâce à ces vidéos que de tels incidents ne restent plus sous silence. Une justice témoin ou du journalisme citoyen qui flirte entre voyeurisme et télé-réalité. Un dernier mot, David, parce qu'il est encore évidemment tôt pour le savoir. Mais à votre avis, ce sera ce soir l'ouverture des journaux du soir américains, cette affaire de vidéo ? C'est encore tôt pour le dire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, mais pour l'instant, dans toutes les chaînes d'infos et sur les journaux du matin, ça a été l'ouverture en effet de tous les journaux télévisés. Merci David Benaïm, donc correspondant i24 News en direct de New York. On passe maintenant à l'actualité économique avec la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux producteurs de café. Eh bien, cette demande de café, justement, ne cesse d'augmenter. C'est ce que constate l'Organisation mondiale qui s'occupe de surveiller la production et la consommation de café. Multiplication par 2 depuis 1995. Et pourtant, et ça c'est étonnant, eh bien, les prix restent relativement abordables. Il y a des explications. À cela, on fait le point avec Johanna Citruc. Certains le boivent noir, d'autres sucré ou avec du lait. Quelle que soit sa forme, il a de plus en plus de succès à travers le monde. Le café. Depuis 1995, sa consommation a quasiment été multipliée par 2. Il n'y a jamais eu une telle consommation de café que ces 20 dernières années. Nous avons pratiquement doublé le taux de croissance du café et je crois que nous allons avoir un secteur assez dynamique à l'échelle mondiale. L'Organisation internationale du café regroupe les pays exportateurs comme le Brésil ou la Bolivie, mais aussi importateurs, notamment les États-Unis et la France. En tout, 48 membres qui représentent 95% de la production et 83% de la consommation mondiale de café. Selon l'OIC, la demande augmente en moyenne de 2,5% par an. Une tendance qui devrait se confirmer dans le futur. En termes de production et de consommation, on peut s'attendre à une augmentation de 25 millions de sacs, de 60 kilos chacun, dans les 10 prochaines années. Et si cette boisson est tant appréciée, c'est aussi grâce à son prix, peu élevé. Récemment, il a même atteint son niveau le plus bas depuis début 2014. En septembre, une tonne s'est échangée à peine 1,54 $ à la bourse de Londres. Malgré des consommateurs toujours plus nombreux, plusieurs facteurs ont tiré les tarifs du café vers le bas. Premièrement, la forte dévaluation du réal brésilien et du peso colombien, les monnaies de 2 des plus grands exportateurs, mais aussi les craintes concernant les conditions climatiques. Les prix du café sont assez stables en ce moment parce qu'il y a une inquiétude concernant le régime des pluies au Brésil et ça pourrait créer des problèmes en termes d'offre du café. De fortes précipitations provoquées par une hausse de la température à la surface des eaux. C'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Le Brésil, particulièrement touché, redoute une dégradation de ses cultures de café. Et si le café va bien, le pétrole, lui, va toujours aussi mal. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Alors, il va mal d'abord parce que la compagnie pétrolière BP a choisi de réduire ses investissements. Oui, ses investissements, on va dire sa CAPEX, on va dire c'est le capital expenses, ce sont ses investissements. Pourquoi ? Déjà d'un montant à peu près d'environ 8 milliards de dollars d'ici à 2016. Et pourquoi ? En fait, il faut simplement voir que le prix du pétrole, notamment au troisième trimestre 2015, cotait à peu près 50 $ en moyenne. Il y a un an, c'était 100 $. Donc on va dire que les prix ont été divisés par 2. Ça veut dire que les revenus ont été divisés par 2. Donc BP doit, on va dire, tailler un petit peu dans les coûts. Donc c'est pour ça qu'ils réduisent la voilure sur l'investissement. Mais également, ils réduisent la voilure. Notamment, ils vont commencer à vendre des actifs. Près de 5 milliards d'actifs vont être vendus d'ici 2016.
Alors, ça veut dire aussi que ça a un impact sur les pays gros producteurs de pétrole, comme les pays du Golfe, qui voient leur déficit budgétaire se creuser. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour ces pays. Alors, c'est un nouveau phénomène, effectivement. Alors, on peut penser à l'Arabie Saoudite, au Koweït. Par exemple, au Koweït, ils ont passé leur dernier budget au début de l'été. Il y a 28 milliards de dollars de déficit. C'est 50% du déficit global. Donc c'est aberrant. Alors il faut savoir que ces pays ont quand même un petit peu de la chance, car ils ont quand même réussi à avoir des pétrodollars pendant un certain nombre d'années. Ils ont quand même une grande cagnotte qu'ils ont structurée dans un fonds ou dans des fonds souverains. Et en fait, par exemple, le fonds souverain du Koweït a à peu près 550 milliards de dollars à investir, qu'il a déjà investi à l'étranger. Mais donc ce problème structurel peut avoir des conséquences, on va dire, sur le long terme de l'industrie, effectivement. Alors on passe maintenant à la mode de la livraison par drone, auquel eh bien, succombe la grande distribution, et l'américain Walmart aussi va s'y mettre. Alors effectivement, Walmart va en fait concurrencer complètement Amazon et notamment le chinois Alibaba. En fait, il a demandé aux autorités américaines de l'aviation de pouvoir utiliser des drones. Premièrement, pour notamment utiliser ces drones pour pouvoir surveiller ces plateformes de distribution, mais surtout pour pouvoir délivrer effectivement des produits directement chez le consommateur. Donc on se rend compte qu'il y a véritablement une future industrie qui est en train de se créer de drones civils, mais vraiment à destination commerciale. Ça va se passer aux États-Unis, ça est en train aussi de grandir en Chine, et on le verra sans doute arriver très prochainement en Europe. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, analyste financier. Raconter l'histoire de Dieu dans un film, c'est le projet plus qu'ambitieux dans lequel s'est lancé l'acteur américain Morgan Freeman. Il est d'ailleurs passé ces jours-ci à Jérusalem, en Israël, pour tourner quelques séquences de ce film qui lui a été commandé par une chaîne américaine. Mais il est également allé en Égypte à la rencontre des pyramides. Daniel Campos, Sandy Fortis. Ce n'est pas sa première fois au Moyen-Orient. Morgan Freeman s'était déjà rendu en Égypte avec Jack Nicholson pour le tournage de Sans plus attendre, sorti en 2007. Avant ça, il surveillait la région en tant que Dieu dans le film Bruce Tout-Puissant. Puis dans Evan Tout-Puissant. La situation au Moyen-Orient s'est d'ailleurs peut-être détériorée depuis que Morgan Freeman ne joue plus le rôle du créateur suprême. Cette fois, l'acteur est de retour dans la région pour le tournage de L'Histoire de Dieu, un documentaire monumental explorant la quête de l'humanité pour comprendre le divin. Morgan Freeman est le producteur exécutif du documentaire, en association avec Laurie McCreary, avec qui il a fondé la société de production de films indépendants Revelations Entertainment en 1996. James Younger de la chaîne National Geographic fait aussi partie du projet. Morgan Freeman sera également le présentateur de ce documentaire qui se lance dans une exploration de Dieu en se plongeant dans des expériences et des rites religieux aux quatre coins du monde. Des expériences qui peuvent déranger, la présence de l'équipe de tournage en Égypte a fait quelques remous. Selon le journal Al-Ahram, les autorités égyptiennes auraient interrogé les membres de l'équipe, ajoutant qu'ils n'avaient fait aucune demande de permis de tournage. Une information toutefois démentie par l'agence de presse gouvernementale. Après avoir visité les pyramides de Gizeh dimanche, Morgan Freeman s'est rendu en Israël pour tourner à Jérusalem, au mur occidental. Un tournage qu'il a refusé d'annuler malgré le climat de tension, les nombreuses attaques terroristes et tous les bouleversements que subit la vieille ville, sans oublier les nombreux appels de boycott lancés par le BDS. Une décision qui prouve l'importance de ce projet pour l'acteur de 78 ans. L'Histoire de Dieu devrait être diffusée sur les chaînes National Geographic et Nat Geo Mundo, courant 2016. Et justement, à propos du climat de tension de Jérusalem, eh bien, c'est un reportage exceptionnel que vous verrez ce soir dans le magazine Défense sur i24 News. Ce sera juste après le grand direct. Reportage qui va vous emmener eh bien, au cœur du quotidien de la police et des gardes-frontières israéliennes, chargées notamment d'assurer la sécurité dans la vieille ville de Jérusalem, mais aussi dans les quartiers est et ouest de la ville. On l'a vu, des policiers mis à contribution ces dernières semaines avec ces violences et ces tentatives ou ces attentats. Reportage signé Alon Ben David. En voici un extrait tout de suite.
Vous pouvez être au centre de Jérusalem et regarder 500 mètres en avant dans la direction où vous marchez et vous êtes au milieu de Sultan Suleiman entouré d'Arabes. Si vous marchez encore 500 mètres dans une autre direction, vous êtes dans un quartier juif orthodoxe, des mondes complètement différents. Si vous faites encore 500 mètres à l'est, vous vous retrouvez au milieu de Bar, dans un endroit qui ressemble à Tel Aviv. C'est la magie de Jérusalem, c'est sa complexité aussi, pour le meilleur et pour le pire. Plus de 50 officiers de police ont été blessés le mois dernier à Jérusalem. Voilà un reportage exclusif à Alon Ben David à voir tout à l'heure dans son intégralité, donc dans le magazine Défense, juste après le Grand Direct. Je vous rappelle également cette nouvelle tentative d'attaque au couteau qui s'est produite tout à l'heure au carrefour du Gush Etzion en Cisjordanie. 2 Palestiniens ont poignardé un soldat israélien à l'œil avant d'être abattus. Les 2 Palestiniens ont été tués. Le soldat a lui été blessé modérément. Selon les médecins, ses jours ne sont donc pas en danger. Il a été hospitalisé. C'est la seule attaque recensée ce jour, mais plusieurs autres tentatives ont été déjouées, notamment à Jérusalem, où 2 adolescents munis notamment d'une hache et d'un cutter ont été interpellés dans la vieille ville de Jérusalem. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau point complet sur l'actualité. Nous, on se retrouvera dans une dizaine de minutes pour le débat du Grand Direct consacré ce soir à la décision de 300 universitaires britanniques de boycotter culturellement Israël. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Retour du Grand Direct et on va évoquer à présent cette décision spectaculaire qui était aujourd'hui dans l'un des principaux quotidiens britanniques, en l'occurrence le Guardian. 340 universitaires britanniques et non des moindres, puisqu'il s'agit de professeurs éminents d'universités telles qu'Oxford, Cambridge ou la London School of Economics, annoncent qu'ils vont boycotter totalement les universités israéliennes. Boycott culturel, académique, universitaire. En tout cas, ils ne participeront plus à aucune conférence donnée, par exemple, avec ces universités en Israël. Tout cela pour dénoncer, évidemment, les conséquences de l'action d'Israël envers les Palestiniens. Boycott donc spectaculaire qui a été condamné par le gouvernement britannique. On va en parler avec nos invités. On sera dans un instant au direct de Jérusalem avec Michel Warshawski qui est président du Centre d'information alternative qui en Israël soutient lui ce mouvement du boycott. Et puis avec nous Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors d'abord, ce qu'on a envie de comprendre, Emmanuel Navon, c'est pourquoi la Grande-Bretagne est aujourd'hui aussi à la pointe, on va dire, de ce mouvement de boycott, parce que là, c'est quand même très spectaculaire. Ce sont des universitaires d'universités prestigieuses. D'abord, ce n'est pas la Grande-Bretagne, puisque le gouvernement britannique a condamné cette initiative. Ce n'est pas non plus les institutions universitaires britanniques elles-mêmes. Ce sont, au bout du compte, 343 universitaires qui ont signé une lettre qui a été publiée comme publicité dans le Guardian. Mettons les choses dans leurs proportions. C'est un nombre infime. Et lorsque l'on lit la déclaration dans The Guardian et que l'on lit également la déclaration de l'un de leurs représentants qui est professeur à la London School of Economics, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que lui dit, finalement, les universités israéliennes sont, il les appelle un engin, n'est-ce pas, de l'éducation et de la violation des droits de l'homme, etc. Alors, lorsqu'on sait, je peux en témoigner en étant un très rare universitaire conservateur dans ce pays, que les universitaires israéliens, les universités israéliennes sont quasiment tous d'extrême gauche, et c'est eux qu'ils veulent isoler. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors, s'ils pensent véritablement que s'ils ne vont pas venir à des congrès ou à des conférences universitaires, nous allons tout d'un coup dire à Mahmoud Abbas, eh bien, écoutez, dites-nous juste ce que vous voulez, le droit au retour, il n'y a pas de problème. S'ils pensent vraiment cela, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent tout simplement dans un autre monde. Il y a là un conflit complexe qu'il faut essayer de résoudre. Mais si ces universitaires pensent véritablement qu'en n'allant pas à des congrès où il y a des Israéliens,
et en ne faisant bien entendu pas du tout pression sur les Palestiniens, parce que ce qui fait partie de leur déclaration également, c'est que bien entendu, si le conflit n'a toujours pas été résolu, c'est uniquement de la faute d'Israël. Bien entendu, les Palestiniens sont, eux, bien entendu, blancs comme neige, ce n'est pas du tout leur faute. Donc c'est complètement ignorer les faits, c'est complètement ignorer la réalité, et cela ne sert à rien, au contraire, cela ne fait que renforcer les Israéliens dans leur sentiment qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures, et c'est par conséquent contre-productif. Mais comment vous expliquez que la Grande-Bretagne aujourd'hui soit à ce point, on va dire, en tête de pont en Europe, parce que ça va au-delà, par exemple, de ce que l'Europe a demandé, en disant qu'il fallait uniquement étiqueter, par exemple, les produits qui étaient dans les territoires dits disputés en Cisjordanie, mais pas ceux qui se trouvaient sur le territoire israélien. Là, on est au-delà de ces considérations, on est sur tout Israël. Pourquoi la Grande-Bretagne aujourd'hui va-t-elle si loin? Encore une fois, ce n'est pas la Grande-Bretagne, et ce n'est pas que en Grande-Bretagne. Le mouvement BDS, c'est la même chose partout en Europe. On le voit. Il n'y a pas une spécificité britannique aujourd'hui? Pas du tout. Il existe en Suède, il existe en Belgique, il existe en France. Et c'est un mouvement, ils le disent ouvertement d'ailleurs, qui s'oppose à l'existence même d'Israël. Ils ne se limitent pas au territoire contesté. Ils en appellent à ce qu'ils appellent le droit au retour, ce qui signifie faire d'Israël un État binational. Ils sont contre l'autodétermination et le droit à l'autodétermination du peuple juif. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et encore une fois, ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne. Alors c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a une grande population musulmane qui est très militante. C'est vrai également que la Grande-Bretagne, ne l'oubliez pas, était l'ancienne puissance coloniale chez nous. Et que nous les avons humiliés. Lorsque l'Irgun, à l'époque, en représailles du fouettement des militaires de l'Irgun, a fouetté des officiers de l'armée britannique, cela a humilié la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a jamais avalé, je dirais, cette humiliation d'avoir dû quitter son mandat la queue entre les jambes. Mais, bien entendu, également la grande population musulmane en Grande-Bretagne, mais ça n'est pas un phénomène spécifiquement britannique. Alors, il faut replacer tout cela dans un contexte aussi qui a été celui d'un débat qui a été ouvert dans la presse britannique, puisqu'il y a quelques jours, des écrivains, et non des moindres, J.K. Rowling, qui est l'auteur à succès, l'auteur de la célèbre série Harry Potter, avait pris position, cette fois, contre le boycott, en disant que c'était totalement contre-productif, puisque ça équivalait à diviser plutôt qu'à tenter de rassembler. Ça, c'est une position qui avait été prise aussi en Grande-Bretagne par J.K. Rowling. Bien entendu, encore une fois, la Grande-Bretagne est une démocratie, c'est un pays libre, il y a plusieurs opinions. 340 universitaires, 343 universitaires sur un très grand pays comme ça, c'est insignifiant. Il y a différentes opinions, tout le monde n'a pas perdu la tête. Il y a d'autres intellectuels en Grande-Bretagne tels que Melanie Phillips qui ne cessent également de dénoncer cette dérive dans le discours public de certains politiciens et également journalistes britanniques qui ont une obsession avec Israël. Ces 343 universitaires, est-ce que vous les avez jamais entendus signer une lettre contre l'occupation de Chypre par la Turquie ou du Sahara occidental par le Maroc? Bien entendu, ils s'en moquent complètement. Ils ont une obsession avec Israël, ils ne souhaitent pas résoudre le conflit, ils souhaitent exprimer cette obsession qu'ils ont contre l'État juif. Justement, alors puisqu'on est en plein débat aussi sur cette vague de violence, la manière dont le processus de paix pourrait reprendre éventuellement, est-ce que vous avez l'impression qu'Israël aujourd'hui a une bonne réaction par rapport à ce type d'entreprise telle que ce boycott universitaire? Qu'est-ce que doit faire Israël? Vous qui êtes universitaire, justement, comment est-ce qu'on peut se défendre contre ce type d'action? Écoutez, en tant qu'universitaire, d'abord, je dialogue sans cesse avec d'autres universitaires dans le monde. Et ce que j'exige toujours d'eux, c'est de ne pas avoir un double standard. Et quand ils exigent des choses d'Israël, très bien, mais qu'ils exigent la même chose d'autres pays démocratiques. Je ne demande pas à être comparé à des dictatures du Proche-Orient. Je demande à être comparé à d'autres pays démocratiques confrontés à des situations similaires. Et également à comprendre la complexité. En tant qu'universitaire, il devrait comprendre que beaucoup de problèmes sont complexes et avoir des raisonnements simplistes lorsqu'on est censé être un universitaire et un professeur, ça n'est pas digne d'un universitaire. Il faut comprendre la complexité des problèmes et que les problèmes complexes ne se résolvent pas avec des solutions soi-disant ou des soi-disant solutions simplistes. Alors justement, on va avoir un autre avis depuis Jérusalem, justement avec Michel Warschawski, président du Centre d'information alternative. Bonsoir à vous, j'espère que vous m'entendez bien avec cette magnifique vue de Jérusalem. Bonsoir, derrière vous. Mal.
Alors, vous m'entendez mal, mais je vais poser une question simple et j'espère que vous pourrez répondre. Michel Warshawski, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de ces 340 universitaires britanniques qui appellent à un boycott aujourd'hui de toutes les universités d'Israël? Est-ce que ça vous semble cohérent comme combat? Tout à fait, c'est tout à fait cohérent. Il faut, des pressions sont nécessaires sur Israël, sur l'État d'Israël, sur la société israélienne. Je me rappelle, j'ai grandi dans une famille conservatrice, de notables, mais nous avons boycotté l'Espagne de Franco, la Grèce des colonels. C'était une pratique habituelle pour dénoncer une politique qui était à nos yeux inacceptable. Et en ce sens, le boycott mené par des universitaires, des artistes, des entreprises aussi, puisque la Compagnie des eaux hollandaise vient de rompre son contrat avec la Compagnie des eaux israélienne. Tout cela, c'est une expression de colère face à la politique menée par Israël et que je trouve parfaitement justifiée et utile pour les Israéliens eux-mêmes, parce qu'il faut nous ouvrir les yeux et nous expliquer qu'on n'est pas dans l'impunité. Mais Michel Warshawski, pourquoi les universités du pays, de tout le pays, sont-elles concernées par ce boycott, alors que l'Europe, elle, ne demande que, finalement, de boycotter ce qui concerne la Cisjordanie, les fameux territoires disputés. Là, on est sur un boycott qui vise tout Israël. Est-ce que ça ne vous semble pas excessif ? Non, c'est l'État d'Israël qui occupe, c'est l'État d'Israël qui colonise, c'est l'État d'Israël qui est responsable de la politique menée par rapport aux territoires occupés. Donc le boycott est un boycott où, je dirais d'une façon générale, les sanctions nécessaires pour faire changer la politique israélienne concernent Israël, son gouvernement, ses institutions et, si nécessaire, sa société. Alors, restez avec nous, hein, Michel Warshawski. Un mot, Emmanuel Navon, pour répondre. Vous savez, nous avons déjà débattu de ce sujet avec Michel Warshawski sur ce plateau, et la dernière fois, il avait déjà évoqué également le boycott de l'Espagne de Franco et de la Grèce des colonels. Mais ce qu'il oublie, et ce qu'il semble ne pas comprendre, ou faire semblant de ne pas comprendre, c'est qu'Israël n'est pas l'Espagne de Franco, qui était un pays fasciste, et Israël n'est pas la Grèce des colonels, qui était également un pays fasciste. Israël est une démocratie dont le gouvernement a été élu librement, qui a une presse libre, un système judiciaire libre, et qui se bat contre une société djihadiste, et par conséquent, il mélange tout. Il y a un conflit qui est toujours non résolu, alors que Israël a fait de gros efforts et de gros pas dans le passé pour tenter de le résoudre. Toutes les propositions de paix dans le passé ont été rejetées par les Palestiniens. Et par conséquent, faire pression uniquement sur Israël, alors même que c'est Israël, une démocratie qui se bat contre le djihadisme, qui a fait des propositions de paix sérieuses dans le passé, qui ont été refusées par les Palestiniens, et ne pas faire pression du tout sur les Palestiniens, c'est complètement aberrant. Et par conséquent, cette comparaison avec l'Espagne de Franco ou la Grèce des colonels est complètement inappropriée. Michel Warshawski, vous trouvez que s'en prendre au domaine du savoir, comme l'a dit l'écrivain J.K. Rowling, vous trouvez que c'est une manière de pas, c'est pas un peu trop mélanger les genres justement? Pourquoi s'en prendre au lieu où on enseigne, et finalement à tous? Je vous entends très mal. Vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous trouvez que c'est ne pas se tromper de cible que de s'en prendre à des lieux de savoir tels que les universités qui enseignent à tous, pas seulement aux Israéliens juifs, mais aussi aux Arabes israéliens? Non, et je pense que la campagne, je ne pense pas que vous ayez raison, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose de très intelligent dans la campagne BDS, telle que lancée par les organisations de la société civile palestinienne, c'est de distinguer des institutions israéliennes d'une part, et des auteurs, des professeurs, des œuvres d'Israéliens. Le boycott est un boycott d'institutions, pas d'individus et pas d'œuvres. Emmanuel Navon? Et en ce sens-là, il identifie l'État d'Israël et ses institutions. Je crois que mon interlocuteur est suffisamment intelligent pour ne pas croire ce qu'il dit. Il sait très bien aujourd'hui qu'Israël, par rapport aux Palestiniens, n'a rien d'une démocratie. C'est un pouvoir militaire, violent,
sanguinaire, je dirais même aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les territoires occupés, la centaine de morts qu'il y a depuis maintenant 7 semaines. Et parler de démocratie, le fait que moi j'ai le droit de vote, le fait que j'étais même candidat sur une liste électorale, tout ça ne fait pas de la relation entre Israël et les Palestiniens une relation de démocratie. C'est celle d'un pouvoir colonial qui occupe et qui réprime. Merci Michel Warschawski. Manuel Navon. Michel Warschawski a dit que j'étais suffisamment intelligent pour ne pas croire ce que je dis. Je pense que lui est suffisamment inintelligent pour croire ce qu'il dit, parce que le droit de vote, lorsqu'il parle du droit de vote, effectivement, lui a le droit de vote. L'autorité palestinienne a été établie en 1995. Et la raison pour laquelle les Palestiniens n'ont pas le droit de vote, c'est parce que Mahmoud Abbas le leur a retiré. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de vote dans la bande de Gaza, cela n'a rien à voir avec Israël. Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Ils n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont dirigés par un pouvoir djihadiste qui est le Hamas. Cela n'a rien à voir avec Israël. Un mot quand même, parce que quand on parle effectivement de ces institutions qui sont boycottées, là on est sur des universités, vous avez l'impression que c'est un boycott qui vise des institutions ou qui vise justement et qui pénalise finalement à l'arrivée les étudiants et les enseignants? Les deux sont liés. Les institutions, les universitaires enseignent et font de la recherche dans ces institutions. Les étudiants étudient dans ces institutions, entre parenthèses, des institutions israéliennes qui sont à la pointe de la recherche internationale, dont les universitaires dans les sciences humaines et dans les sciences sociales et dans le droit sont le plus, je dirais, à gauche de la société israélienne et militent pour la paix. Et par conséquent, tout simplement, ces gens se trompent de cible. Ils ciblent justement je dirais, le noyau de la gauche israélienne, mais également, dans les sciences exactes en tout cas, ce qui est à la pointe de la recherche mondiale qui bénéficie à toutes les populations du monde. Michel Warschawski, si vous êtes toujours là, il vous reste quelques secondes pour répondre. Oui, alors là, vous êtes dans une bataille, Monsieur Navon, dans une bataille d'arrière-garde. On n'en est plus au boycott des oranges israéliennes ou au boycott universitaire et culturel. On en est, je le répète, dans une situation où la politique israélienne est telle que la compagnie des eaux d'un État qui est pourtant amical avec Israël, la Hollande, boycotte Israël, où Orange a tenté le boycott, a fait marche arrière sous les pressions, mais le fait qu'une multinationale comme Orange en vient à envisager le boycott, c'est dire qu'il est temps, il est plus que temps que les autorités israéliennes repensent totalement leur politique et reviennent aillent sur des rails qui soient celles non pas de la répression et de la colonisation, mais d'un véritable dialogue pour arriver enfin à une solution. Merci beaucoup Michel Warschawski d'avoir été en direct de Jérusalem. On a vu qu'il ne faisait pas très beau derrière vous, puisqu'il y avait beaucoup d'éclairs dans le ciel. Merci Emmanuel Navon d'être venu dans ce studio. Dans un instant, nouveau journal avec Julien Baloul. Bonne soirée.